Et je trouve ça super important, en tout cas pour mon équilibre, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout changé. Et tous ces points là je les ai notés sur mon Notion, ça je vais vous le montrer rapidement. Personnaliser le CV c'est super important, je suis tellement heureuse. Hola todos, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un enjeu qui est assez important pour moi et pour vous aussi si vous êtes étudiant ou étudiante. C'est qu'on approche de la fin de l'année, donc des partiels, et pour moi cette année elle est très particulière, donc j'aimerais vraiment vous partager un petit peu comment ça se passe actuellement, si je peux vous donner des conseils, parce que je pense sans vouloir me vanter que j'ai quand même une très bonne organisation et que ma manière de travailler elle est super productive. Donc vous allez découvrir ça dans cette vidéo. On n'est pas non plus sur un format podcast, mais déjà c'est très spontané parce que j'ai pas écrit de script pour cette vidéo. Et je vais vous insérer quelques images, mais je peux pas non plus trop vous partager tout simplement mon emploi du temps par exemple, ou des choses plus personnelles parce que ça relève de mon intimité plus ou moins et c'est tellement personnel que je vais pas vous faire des inserts de littéralement mon Google Drive avec tous mes cours par exemple. Je vais essayer de vous illustrer à l'oral vraiment ma manière de travailler, mon organisation et comment j'arrive à survivre tout simplement en vivant assez bien franchement. Enfin je suis beaucoup moins en mental breakdown et tout que j'ai pu l'être il y a quelques années. Franchement cette année de master elle se passe très bien pour moi alors que c'est vraiment pas une année facile, genre objectivement c'est très compliqué pour beaucoup de personnes et je pense que j'ai vraiment de la chance de m'en sortir aussi bien. Pour commencer, je vais vous resituer un petit peu dans le contexte. Donc actuellement, je suis étudiante en première année de master de communication web et j'ai été diplômée d'une licence de langue, littérature et culture japonaise. Je suis donc passée d'un milieu quand même très littéraire à des études de com qui étaient assez sélectives. Ça c'est quelque chose que je voudrais commencer par vous dire, c'est que tout d'abord le master dans lequel je suis, il était quand même relativement sélectif dans le sens où il y a eu plus de 250 candidatures et on est une trentaine à avoir été retenus. Sachant que je n'avais jamais fait de com avant, du coup c'était pas du tout mon domaine de spécialité. C'est donc de ça que j'aimerais commencer par vous parler. Comment tout simplement je me suis retrouvée dans ce milieu et comment j'ai réussi à y faire mes preuves. En gros, pendant que j'étais étudiante en licence, j'ai vraiment développé cette passion un petit peu. J'ai toujours eu ça mais je pensais pas que ça pourrait constituer un métier en fait. Par exemple quand j'étais petite sur mon Skyblog, je m'amusais trop à faire des jolies mises en page et tout. Je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait plus ou moins du code genre pour faire des jolis titres et tout. Ensuite j'ai fait ça sur Amino, ça vraiment le réseau social bref, une époque sombre, mais c'était aussi un moyen pour moi de m'exprimer et je faisais donc de la rédaction de contenu finalement, ni plus ni moins. Et je mettais vraiment ça en page et ça m'a développé vraiment une compétence. Je ne savais pas du tout mettre de mots sur ça parce que pour moi c'était juste un passe-temps et je l'ai jamais valorisé en fait avant cette année de master. Pour moi ces expériences-là c'était vraiment genre rien du tout, c'était juste ce que je faisais en tant qu'enfant. Mais je me rends compte que c'était quand même peut-être un signe avant-coureur que c'est ce que j'aimerais faire plus tard en fait. Donc actuellement on est en avril et l'année est presque finie, en fait il reste à peu près 1 mois et 15 jours peut-être pour que l'année soit terminée, que j'ai plié tous mes examens et le jury elle arrive donc dans 2 mois à peu près. Pour moi cette année elle est passée super vite. Quand je suis arrivée, en fait moi c'est un peu compliqué ma manière de sociabiliser, c'est que vraiment quand j'arrive dans une classe, tous les ans c'est pareil, je me fais pas d'amis et je suis seule quand même pendant un petit moment et je sais que c'est comme ça que ça marche pour moi, donc à chaque fois je me dis voilà ça va venir après une semaine ou deux voilà, mais c'est quand même très difficile à vivre et donc vous avez peut-être aussi vécu ça. Il y a peu de gens quand même qui arrivent à directement se faire des best friends forever. Mais j'admire beaucoup ces personnes-là. Et donc cette année pour moi, amicalement, elle a commencé un peu difficilement parce que du coup, je parlais à beaucoup de personnes, mais il y a personne avec qui j'étais réellement amie, avec qui je me disais que ça pouvait durer. C'était plus des potes de classe en fait. Et j'avais besoin de rencontrer cette vraie amitié. Ça c'est venu un peu plus tard, donc après quelques mois, je dirais que ça fait peut-être depuis décembre que vraiment je me sens intégrée. J'ai l'impression d'avoir des gens avec qui on se comprend et que je pense vraiment vouloir garder comme amie au-delà du master. Donc quand l'année a commencé, j'étais pas très sûre de moi. Déjà je voyais qu'il y a des gens qui avaient déjà des expériences de ouf,
Il y a vraiment des personnes qui avaient déjà été genre en Erasmus, qui avaient vécu ailleurs, qui avaient déjà travaillé, étaient freelance et tout. Et moi, rien de tout ça parce que vraiment, je n'avais clairement même pas d'expérience scolaire dans la communication ou l'UX UI design. Ça m'a poussée à vraiment vouloir faire mes preuves et avoir une organisation de ouf pour rattraper entre guillemets. C'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup ressenti dans ma vie, malgré que sincèrement j'ai des facilités scolaires, j'ai jamais eu une moyenne catastrophique, le moins que j'ai eu ça devait être 13, genre vraiment je suis très bonne en cours et j'ai des facilités, mais ça m'empêche pas d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur et j'avais l'impression de pas être au niveau pour ce master. Ce qui m'a vraiment poussée à vouloir rattraper les autres et à vouloir travailler plus de mon côté. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir beaucoup de projets personnels. Si vous souhaitez vous lancer dans un métier du web notamment, n'hésitez pas à avoir un max de projets personnels. Même si vos études elles commencent seulement à la rentrée, pendant les vacances vous pouvez déjà un petit peu réfléchir à des choses comme ça. Et je pense que c'est super important parce que ça va vous permettre de construire un portfolio. Et je suis quand même dans un milieu où le portfolio c'est très important. Honnêtement, on m'a jamais demandé de l'aide de motivation dans toutes mes candidatures, seulement mon CV et mon portfolio parce que le portfolio finalement ça reflète plus notre travail que n'importe quel mot. Donc à partir de novembre à peu près j'ai vraiment commencé à avancer sur ce portfolio. J'ai une manière de travailler qui m'est propre mais j'aimerais vous la partager parce que je vois qu'elle marche très bien et que elle me facilite clairement la vie. Donc on va rentrer plus dans le vif du sujet maintenant que vous avez le contexte de mes études. Vous voyez bien que ça n'a pas toujours été facile du coup puisque j'avais du mal à me faire des amis, j'étais pas douée dans tous les cours, notamment les cours de développement web. Mais à partir de janvier, j'ai commencé à me fixer une routine de travail et franchement, je regrette un peu de pas l'avoir fait plus tôt parce que ça m'a tout changé. En fait, en tant qu'étudiant, on a tendance à travailler sans se donner d'horaire puisque on travaille pour nous-mêmes, donc on a personne qui va nous ouvrir les bureaux, fermer les bureaux, et on se sent souvent dépassé par période. Donc il y a des moments où on a une plus grosse charge de travail, on va finir par travailler les week-ends ou travailler les soirs jusqu'à 2h du mat. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant toute ma licence. J'ai jamais songé à travailler autrement parce que pour moi c'était pas possible tout simplement. Mais je me rends compte qu'en fait si, et il fallait juste vraiment prendre ce risque. Quand je parle d'un risque, c'est qu'il s'agit d'être beaucoup plus productive en journée, pour se dire qu'on aura la soirée de libre. En gros, moi je me définis un emploi du temps comme si je travaillais 35 heures par semaine. Là on rentre vraiment dans le concret, comment je fais et comment ça a vraiment changé ma vie. Je travaille 35 heures par semaine, donc je fais 7 heures par jour du lundi au vendredi. Quand je fais des heures sup, dans le sens où j'ai plus de travail ou alors j'ai des cours qui finissent plus tard et qui commencent plus tôt, etc., je me permets de rattraper ces heures sur des autres jours ou sur la semaine suivante. L'objectif c'est de pas tout simplement me surcharger puisque depuis que j'applique cette méthode, j'ai plus eu aucune crise de panique, de mental breakdown et tout dû au cours, alors que je suis vraiment très sujette à ça au départ. Donc ce qui m'a tout changé, c'est vraiment de fixer ce rythme. En général, c'est du 9h-17h. Le fait est que je suis pas réellement à 35 heures. En réalité, on s'approche plus des 40 heures puisque le midi, quand je mange, je travaille en même temps. Donc peut-être que je prends 20 minutes de pause. Mais ça me permet aussi de déculpabiliser si à un moment j'ai une petite course à faire et du coup pendant mon temps de travail je me permets de passer quelques minutes à faire autre chose. En fait je me limite vraiment dans le sens où le temps de travail je travaille quoi. Maintenant comment ça s'applique dans la réalité? Pour faire un résumé rapide, le lundi et le mardi je n'ai pas cours. J'ai arrangé mon emploi du temps pour tout simplement n'avoir pas cours ces 2 jours là. Mais c'est des jours où je travaille, donc pour moi même si j'ai un week-end prolongé, soit je vais faire beaucoup d'heures sup la semaine d'avant pour profiter de ces 2 jours, ou soit tout simplement je travaille et mon week-end ne dure que 2 jours. Le lundi et le mardi c'est réservé à mes vidéos puisque c'est les jours où j'ai le plus de temps pour filmer et monter, donc en général je termine mon montage le mardi pour le dimanche. Le mercredi et le jeudi c'est des jours où j'ai une grosse charge de cours, donc j'ai vraiment peut-être 6 heures de cours ces jours-là. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de temps pour travailler chez moi, je travaille à la fac et quand je suis à la fac souvent je me pose seule, parfois je suis avec mes amis mais je travaille à chaque fois. Et le vendredi j'ai un peu moins de cours donc je vais travailler une partie de la journée chez moi, une partie de la journée à la fac. Maintenant j'ai vraiment plus pris ce réflexe de travailler à l'université. Avant dès que j'avais 1 heure de libre je rentrais chez moi et c'était un peu time consuming, enfin c'était pas vraiment rentable en termes de temps mais j'aimais être chez moi. Là j'ai pris plus l'habitude de réserver des salles pour travailler seule, de me poser dans des bibliothèques ou à la cafette tout simplement quand j'ai envie quand même de
sentir le monde vivre autour de moi. Et grâce à cette méthode de travail, j'arrive à plier ma semaine le vendredi. Après 17h, je ne travaille plus, sauf quand du coup j'ai des rythmes décalés, parce que si j'ai un cours qui finit à 19h, je peux soit commencer à 11h à travailler, ou soit travailler quand même de 9h à 19h et rattraper mes heures sur plus tard. Bref, vous comprendrez, en gros, j'ai 35 heures qui sont réparties en général 9h-17h, mais ça peut un petit peu varier. Et les week-ends, je ne travaille pas, et je sais que je suis peut-être une des seules à travailler comme ça dans ma classe. En tout cas, j'ai beaucoup de copines qui font leurs devoirs le samedi ou qui travaillent les soirs, etc. Moi, j'ai quand même vécu 3 ans en travaillant comme ça, enfin 3 ans et demi, et ça m'a pas posé de problème en fait. C'est juste que j'ai découvert cette façon de travailler qui est à la fois vraiment un premier pas dans les horaires professionnels, puisque je ne travaille pas en delà du temps que je me fixe. Ça me permet de ne pas normaliser aussi le fait de travailler des heures en plus ou de travailler à des heures extravagantes, puisque c'est quelque chose que beaucoup de gens font quand ils commencent dans le monde professionnel et ils se disent qu'ils doivent passer plein d'heures à travailler. Ça me permet d'être vraiment efficace sur un temps précis. Vraiment, j'ai une organisation qui, je trouve, s'applique super bien au monde professionnel, et je me sens sereine pour la suite du coup, parce que je sais que tout va bien se passer, enfin dans l'idée au moins par rapport à mon emploi du temps. Je sais que je vais pas avoir de difficultés liées à ça, j'ai déjà le rythme qu'il faut. Je pense que c'est tout pour mon emploi du temps, mais en gros, les week-ends, je ne travaille pas, je n'ouvre pas mon ordinateur, je n'ouvre pas mes mails, et qu'on n'est pas censé travailler les week-ends. Il faut pas normaliser le fait de répondre aux mails les week-ends, parce qu'après les gens vont avoir cette attente. Moi, mes interlocuteurs par mail, ils savent que s'ils m'envoient un message le week-end, je répondrai le lundi. Et je trouve ça super important, en tout cas pour mon équilibre, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout changer. Maintenant, on va parler au sujet que vous attendez. Comment j'ai trouvé mon alternance en même pas 1 mois et demi. C'est vraiment un point dont je suis tellement fière, et ça fait quelques jours que j'ai la nouvelle que je vais être embauchée. Je suis trop contente parce que je vois que mon travail a porté ses fruits, que mes projets personnels ont été reconnus, que ma valeur ajoutée est présente, et je suis trop contente. Donc en gros, comment j'ai fait, je vais vous expliquer un petit peu pas à pas les différentes étapes que j'ai eues dans la recherche d'alternance, dans les candidatures et dans les relances par exemple, puisque ça fait aussi partie du travail. Tout d'abord, moi mes recherches d'alternance ont été vraiment centrées sur l'UX UI design, c'est ce que je voulais le plus faire. J'ai postulé à d'autres offres puisque j'ai aussi des expériences en communication, gestion de projet aussi, j'ai fait une candidature dans ce domaine-là. À chaque fois, je postulais surtout sur les offres LinkedIn. Je pense que c'est pas quelque chose à mettre de côté, on a tendance à se tourner vers Hello Work, Indeed ou même Welcome to the Jungle, mais la vérité c'est que sur Hello Work, il y a presque uniquement des offres pour des écoles, donc franchement, j'ai rien trouvé de pertinent sur toute ma recherche d'alternance sur ce site. Indeed, ça va être un mélange un peu de tout. Je recherchais clairement UX UI design, on me proposait des offres qui n'avaient aucun rapport, et c'était surtout chargé de com, alors que moi vraiment je ne voulais pas tant que ça être chargé de com, enfin ça faisait partie de mes offres, mais c'est pas ma priorité quoi. Donc Indeed pour moi ça a pas été le plus pertinent. Welcome to the Jungle, il y a très peu d'offres, c'est souvent des offres qui sont vraiment pertinentes pour le coup, pour des entreprises qui vont être plus jeunes et dynamiques, puisque c'est quand même un site qui est un peu moins connu, mais qui est beaucoup plus je pense pour les startups ou ce genre d'entreprise. Ce que j'ai vraiment le plus utilisé c'est LinkedIn. Là on parle uniquement des candidatures que j'ai soumises à des offres, donc j'ai candidaté je pense un tiers de mes candidatures seulement, c'était des offres qui étaient postées sur LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai fait la plupart du temps? Eh bien j'ai fait des candidatures spontanées. Et il faut savoir que même si ça prend plus de temps et que c'est à vous de faire la démarche, puisque l'entreprise potentiellement elle ne recherche vraiment personne, et c'est même assez probable quand on s'y prend en fin février ou début mars, les entreprises elles savent pas forcément comment elles seront l'année prochaine, est-ce qu'elles vont chercher quelqu'un ou pas. Donc ça peut parfois vraiment ressembler à une bouteille à la mer, et il y a beaucoup de chances que vous n'ayez jamais de retour sur des candidatures spontanées, mais je sais d'expérience et de mes contacts que vraiment les candidatures spontanées ça a été game changer pour beaucoup de personnes. En fait ce qui se passe c'est que quand vous candidatez spontanément, eh bien les entreprises, même si elles savent pas encore ce qu'elles recherchent pour l'année prochaine, si à un moment une offre s'ouvre, vous serez déjà présent en fait, et elles verront que vous vous intéressiez à elles avant qu'elles s'intéressent à vous. Tout d'abord pour la recherche, moi franchement c'est tout bête et je sais pas du tout si c'est une technique qui existe vraiment, si je suis la seule qui fait ça, mais j'ai vraiment recherché sur Google Maps. Je me suis focus sur la zone où je voulais travailler et j'ai recherché agence de com ou agence de publicité, agence de web design, parce que elles vont utiliser des noms différents tout simplement
jours, donc faut un petit peu tout rechercher. Et ensuite j'ai regardé la liste et j'ai regardé une par une les agences, leur réalisation, leur équipe, leur manière de travailler. Il y a assez peu d'agences pour lesquelles j'ai fait des candidatures spontanées puisque je m'assurais d'abord que mon profil pourrait vraiment convenir. Donc au final il y a peut-être 5-6 agences auxquelles j'ai postulé, en sachant qu'au total mon nombre de candidatures ça a été une vingtaine, donc j'ai vraiment pas candidaté beaucoup en fait. J'ai candidaté à ce à quoi je pensais fit le mieux. Bref, je prends l'exemple de mon agence. Je les ai trouvés comme ça, j'ai aimé leur réalisation, j'ai aimé l'équipe, j'ai vu qu'ils étaient centrés sur le web design et c'est exactement ce que je veux faire. Je les ai recherchés sur LinkedIn, ça c'est ce que j'ai fait du coup pour chaque entreprise qui me plaisait vraiment. Je les ai suivis sur LinkedIn, j'ai lu le à propos, donc quelles étaient un petit peu leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils prenaient, qu'est-ce qui était important pour eux. Par exemple, l'agence dans laquelle je vais travailler, ils essayent d'avoir une éco-conception des sites, donc ils ont quand même une conscience environnementale qui était importante pour moi. Et tous ces points-là, je les ai notés sur mon Notion, ça je vais vous le montrer rapidement, mais en gros, j'avais une partie vraiment, qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise. J'avais une partie sur les valeurs de l'entreprise, sur quel poste j'aimerais occuper pour que du coup quand j'ai à nouveau des contacts, qui peut être des semaines après, je retrouve facilement qu'est-ce que je voulais mettre en avant pour eux. Je pense que c'est peut-être difficile à suivre actuellement parce qu'il y a vraiment plein de points différents. Mais en gros, une fois que j'avais rempli ma page Notion grâce à propos de leur LinkedIn, aux valeurs qu'ils prônent, à leur entreprise, leur équipe, qu'il faut cerner vraiment les besoins de l'entreprise avant de postuler. Sur LinkedIn, je me suis aussi abonnée aux gens qui travaillent de l'entreprise. Alors si c'est une grosse agence, vous allez vous abonner peut-être seulement aux gens qui font le métier que vous voulez faire. Donc vous pourrez peut-être travailler ensemble si ils recherchent une deuxième personne dans ce domaine par exemple. Et surtout les fondateurs de l'entreprise ou de l'agence. Si c'est pas une très grande entreprise évidemment, il y a même parfois des responsables RH, ça aussi il faut les suivre. Et la personne qui vous pensez est le contact le plus pertinent, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur LinkedIn. En plus de ça, vous regardez sur LinkedIn s'il y a un numéro de téléphone et une adresse mail, ça peut être aussi sur le site parfois, et sur le profil de votre interlocuteur. Alors ça c'est un peu culotté quand même, mais c'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché. En gros, le fondateur, enfin un des cofondateurs de l'agence où je vais travailler, sur son profil il y a son numéro de téléphone, mais en fait il est, quand on clique sur afficher les coordonnées, donc il est pas non plus hyper visible. Je l'ai trouvé puisqu'il n'y avait pas de numéro qui appartient à l'agence, en fait ils ont pas de bureau, donc c'est lui le contact que j'ai trouvé. Je l'ai appelé, je lui ai présenté mon profil, il m'a dit mais comment vous avez eu mon numéro? J'ai dit bah j'ai fait ma recherche sur LinkedIn blabla. Oula, la caméra elle tremble. Et ça a vraiment montré mon intérêt. Je pense que le contact par téléphone c'est difficile pour beaucoup de gens. En fait en y repensant, je vois pas à quel point c'est galère, genre, enfin c'est vraiment juste tu appelles les gens et tu dis ce que tu ressens et bah soit ils vont te dire directement qu'ils sont pas intéressés, soit ils vont te dire qu'ils sont potentiellement intéressés. S'ils sont pas intéressés, t'arrêtes la démarche ici et du coup ça t'aura pris peut-être 15 minutes de faire toutes les recherches que j'ai énoncées avant. Mais s'ils te disent qu'ils sont potentiellement intéressés, là tu passes vraiment à l'étape suivante qui va être d'envoyer un mail. Donc tout d'abord, voilà, tu dis au téléphone que ah bah du coup si mon profil peut potentiellement vous intéresser, je vais vous envoyer un mail avec mon portfolio, mon CV, blabla. Tu trouves l'adresse mail ou alors il te la donne et tu écris ton mail et là c'est l'étape qu'il faut pas faire pour rien. Si vous sentez qu'une entreprise ça va pas 100% matcher, s'ils vous disent au téléphone qu'ils ne pensent pas rechercher, perdez pas votre temps franchement, parce que le mail en fait pour moi ça va prendre quand même beaucoup de temps. C'est la rédaction d'un CV personnalisé, puisque personnaliser le CV c'est super important. Moi j'ai mon CV un peu template, j'en ai un pour l'UX UI design et un pour la communication notamment. J'ai pu utiliser le UX UI design du coup. L'agence où je vais travailler, eux ils utilisaient le terme web design, donc j'ai changé UX UI design par web design dans l'intitulé. Important, l'intitulé de votre CV, donc ce qui va être écrit en gros, c'est le métier que vous allez faire, c'est pas votre nom, parce que votre nom il a pas besoin d'être aussi gros sur la page. Ce qu'on veut voir c'est qu'est-ce que vous allez faire comme métier. Et bref, sinon j'avais différentes catégories. J'avais par exemple création graphique, gestion de projet, etc. Avec tous les logiciels que je maîtrise, et selon l'offre, je hiérarchisais en fait un petit peu quelles compétences j'allais mettre plus en avant. Je changeais aussi l'ordre des cours, parce qu'en fait dans mes formations, j'ai écrit du coup mon master, et il y avait la liste un peu de tous les cours qui peuvent être pertinents, et je changeais l'ordre en fonction de l'offre pour laquelle je postulais, tout simplement pour que en premier on voit UX UI design si je veux postuler dans le web design. Et surtout, mon petit paragraphe qui va être la phrase d'accroche finalement, il était vraiment adapté
à chaque CV. Ensuite dans votre mail, vous faites la rédaction en fonction des contacts que vous avez, des valeurs de l'entreprise et tout. N'hésitez pas à dire du coup si vous avez eu un premier contact par téléphone, c'est super cool pour les entreprises de voir que vous avez fait ce premier pas quand même. Et aussi si vous voulez travailler dans une agence, vous allez devoir être en contact avec beaucoup de clients, donc c'est important d'avoir cette aisance à l'oral et au téléphone. Vous faites votre mail, vous mettez votre CV personnalisé que vous copiez sur Notion, parce que dans votre page Notion potentiellement ils vont vous rappeler, vous aurez pu souvenir de qu'est-ce que vous avez mis en avant sur votre CV et vous pourrez le trouver super rapidement, le lien vers votre portfolio et ensuite c'est fini. J'ai l'impression que c'était très long à expliquer, mais en fait c'est vraiment une affaire de 1 heure grand maximum si vous allez jusqu'au bout de la démarche du coup, et s'ils n'ont pas besoin de vous, c'est vraiment 15-20 minutes. Et ensuite la relance, je pense que ça se fait toutes les 2 semaines pour une offre qui n'est pas spontanée. Et si c'est une offre spontanée, vous pouvez attendre un peu plus, vous pouvez attendre 3 semaines. Je pense pas non plus que 3 semaines, mais en fait ils ont autre chose à faire que regarder votre dossier du coup, vu qu'ils ne recherchent pas activement. Mais après 3 semaines, vous pouvez quand même revenir vers eux, leur demander si ils ont une avancée peut-être sur le fait que est-ce qu'ils vont rechercher, est-ce qu'ils vont pas rechercher. Et moi j'ai fait ça, il m'a dit que effectivement potentiellement il allait rechercher, et c'est là que la démarche elle a vraiment commencé. On a commencé à avoir des entretiens téléphoniques puis en visio et j'ai été prise. Donc voilà, tout ça pour ça, c'était un parcours quand même de 1 mois et demi, mais 1 mois et demi où j'étais très focus autour de cette agence. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir été prise là-bas. C'était vraiment mon premier objectif. Après, si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment faire, vous pouvez le garder en tête de liste, mais quand même trouver des petits backups. Je sais que j'avais une candidature qui était en cours, qui était bien avancée pour être chargée de com à la SNCF. C'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais faire de l'UX UI design, mais la SNCF c'est quand même une grande entreprise, ça m'intéressait. J'avais eu un coup de cœur pour cette agence, je les ai pas lâchés tout en continuant un petit peu de candidater à côté quand même, puisque potentiellement ils allaient pas du tout rechercher en fait. Et dès que j'ai su qu'il y avait plus de chances qu'ils recherchent, je me suis mis à fond sur mes projets pour vraiment développer mon portfolio, parce que il est pas si long que ça, mais il faut pas un portfolio trop long, hein. C'est bien si vous avez maximum 10 projets. J'ai avancé sur mes projets, quand on était au téléphone je leur ai expliqué un petit peu ma démarche, donc comment je travaillais, comment j'étais en contact avec potentiellement les gens pour qui je fais les projets, parce que par exemple j'ai un projet pour mon père, donc c'est pas un client réel, mais on a quand même des réunions, des discussions professionnelles et tout. Et c'est super important, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut avoir besoin de vos compétences pour un truc qui les concerne, essayez d'avoir cette approche professionnelle que vous pourrez vraiment valoriser plus tard. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai énormément parlé, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a peut-être donné des idées si vous êtes encore en recherche d'alternance. J'espérais trouver mon alternance en printemps, donc là vraiment le printemps vient tout juste de commencer, je l'ai déjà eu, je suis tellement heureuse. Mais je m'attendais aussi à ce que ça puisse arriver en juin, juillet, août, on sait pas en fait. J'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que ça peut prendre beaucoup plus de temps aussi. Je suis tombée sur la bonne entreprise, j'ai eu le bon créneau pour les contacter. Je pense que j'ai bien su me valoriser, ce qui est super important franchement. Même si vous n'avez pas réellement confiance en vous, faites semblant, parce que vous avez ces compétences, vous les avez, vous travaillez pour ça, vous faites des études dans ce domaine, et vendez-vous comme si votre vie en dépendait. Il faut pas trop en faire bien sûr, mais il faut montrer que vous avez confiance en vous et que vous savez faire les choses, parce que si vous le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire et cette autre personne elle va être prise tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi bien sûr ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est à la fois vraiment très personnel et ça s'applique vraiment pas à tout le monde, mais cette organisation, cette manière de travailler, cette recherche d'alternance, elle a porté ses fruits pour moi et je suis sûre que je ne suis pas la seule au monde pour qui ça fonctionne. Donc si vous cherchez une approche différente peut-être pour candidater ou pour organiser votre rythme de travail, eh bien vous pouvez toujours essayer ce que je vous ai dit dans cette vidéo, et il y a moyen que ça marche, il y a moyen que ça ne marche pas, mais peut-être que ça va marcher. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez cette approche, est-ce que vous allez essayer, est-ce que vous travaillez comme ça également, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough love.